Je m'appelle Juliette, j'ai 39 ans, et pendant longtemps, j'ai cru que je faisais tout comme il fallait pour ma famille. J'ai toujours beaucoup travaillé, économisé avec soin, et l'année dernière, j'ai réussi à acheter une maison mitoyenne en périphérie de Toulouse. Ce n'était pas un palace, mais pour moi, c'était une immense victoire. La maison était divisée en deux parties distinctes, avec des entrées séparées et un petit jardin au milieu. Une moitié pour moi, l'autre pour mes parents. Dès le départ, mon idée était simple. Offrir plus de confort à mes parents tout en restant proches. Mes parents ont toujours vécu avec le minimum. Mon père a été serrurier pendant des années, jusqu'à ce que l'atelier ferme et qu'il se retrouve sans emploi. Ma mère vendait des gâteaux faits maison au marché, mais elle a arrêté à cause de problèmes aux genoux. Ils n'ont jamais eu de maison à eux, toujours locataires, souvent dans des logements exigus et inconfortables. Quand je leur ai montré la nouvelle maison, ma mère m'a regardée, les yeux pleins de larmes, en disant que c'était trop pour eux. Mon père, lui, est resté planté sur le trottoir, son bonnet à la main, fixant la façade comme s'il n'y croyait pas. J'ai insisté, leur disant que ce n'était pas de la charité, mais de la gratitude. Après tout ce qu'ils avaient fait pour moi, c'était ma façon de leur rendre l'appareil. Ils ont fini par accepter, avec cette humilité de ceux qui ne veulent pas déranger. Ils ont pris la partie arrière, et moi, celle de devant. Les premiers mois, tout s'est bien passé. Ma mère a planté des herbes dans le parterre, peint les pots qu'elle avait rapportés de leur ancien logement, et faisait des gâteaux le week-end. Mon père a réparé la clôture du jardin, poncé la porte de la buanderie, et même ajusté les rails de ma fenêtre. Le dimanche, on déjeunait ensemble et, pendant un temps, j'avais l'impression d'avoir enfin accompli quelque chose qui avait du sens. Mais bientôt, les remarques ont commencé. De petites phrases lancées au détour d'un petit déjeuner ou pendant le déjeuner du dimanche. Ma mère disait que le soleil éclairait mieux mon salon, que l'air semblait plus léger chez moi. Une fois, elle a remarqué que les placards de ma cuisine semblaient plus grands que les siens. J'ai expliqué que la maison était symétrique, avec la même structure des deux côtés, mais elle insistait, disant qu'elle ressentait une différence. Mon père a aussi donné son avis, notant que de mon côté, on voyait la rue, et que ça lui manquait. Au début, je souriais, pensant que c'était juste une impression. Mais avec le temps, j'ai réalisé que ces conversations allaient beaucoup trop loin. Un jour, je suis rentrée plus tôt du travail. Je suis secrétaire dans une école du quartier, et j'avais fini après l'annulation d'une réunion. En ouvrant la porte, j'ai senti quelque chose d'étrange. Elle n'était pas verrouillée, juste entr'ouverte. Or, je ferme toujours à clé, toujours. Je suis entrée doucement en regardant autour de moi. Rien ne semblait déplacé, mais j'avais un malaise, comme si quelqu'un était passé par là. Dans la cuisine, j'ai trouvé un papier sur la table. C'était une brochure avec une photo d'une chambre de bébé, pleine de jouets et décorée dans des tons doux. Je l'ai fixée sans comprendre. Je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas enceinte et je n'ai personne dans ma vie en ce moment. J'ai pris la brochure et je suis allée frapper à la porte qui relie les deux parties de la maison. J'ai appelé ma mère. Elle est apparue, un torchon à la main, avec un sourire paisible. Je lui ai demandé si elle était entrée chez moi. Elle a dit que oui, juste une minute, pour chercher un mètre ruban. Puis je lui ai montré la brochure et demandé pourquoi elle était sur ma table. Elle m'a répondu que c'était peut-être Pauline, qui était venue avec Martin cet après-midi-là, et qui avait dû laisser le papier. Pauline est la petite amie de mon petit frère, Martin, qui a 24 ans. Ils vivent encore dans un petit studio en centre-ville. Ma mère a ajouté qu'ils étaient curieux, qu'ils avaient voulu voir mon côté de la maison. Elle l'a dit comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Pauline. C'était une vidéo postée sur Instagram. Elle tournoyait devant le miroir de ma salle de bain, disant qu'elle était excitée de commencer une nouvelle étape. La légende disait « Notre futur chez nous. J'ai hâte. » J'ai regardé la vidéo 4 fois, incrédule. J'ai appelé tout de suite ma collègue et amie Claire, qui travaille avec moi à l'école. Je lui ai tout raconté et lui ai demandé si j'exagérais. Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis m'a dit que non, au contraire. J'étais bien trop patiente. Que si elle était à ma place, elle aurait déjà changé la serrure. Avant que je puisse répondre, j'ai reçu un message de Martin. C'était dans un groupe de discussion qui, clairement, ne m'était pas destiné. Le message disait « Maman a dit que Juliette va céder. Comme d'habitude, elle finit toujours par comprendre. » Mes doigts se sont glacés. J'ai fait une capture d'écran immédiatement. Quelques secondes plus tard, il a envoyé un autre message. « Désolé, envoyé par erreur. » Je suis restée figée, le téléphone à la main. Un long moment. J'ai regardé la porte, la brochure, la vidéo, encore. À cet instant, quelque chose a changé en moi. Le lendemain matin, je me suis réveillée la tête pleine. Je n'avais pas bien dormi, ressassant tout ça. Je suis partie travailler comme d'habitude, mais cette sensation d'intrusion ne me quittait pas. Vous savez, ce sentiment quand quelqu'un a touché à vos affaires, quand on a utilisé votre espace sans demander, c'était exactement ça. Je repassais en boucle ma conversation avec ma mère, la vidéo de Pauline, le message de Martin. Je savais qu'ils tramèrent quelque chose, mais j'essayais encore de me convaincre que j'exagérais peut-être. Au fond, j'avais tellement envie d'exagérer. Mais la réalité me rattrapait sans cesse. À l'école, pendant la pause,
Je me suis assise avec Claire dans la cour. Je lui ai montré la vidéo de Pauline. Elle a écarquillé les yeux et m'a demandé s'ils étaient vraiment entrés chez moi sans prévenir. J'ai hoché la tête et lui ai montré le message de Martin. Elle a lâché un juron que je ne répéterai pas ici. Claire, c'est le genre de personne qui dit ce qu'elle pense. Elle m'a regardée et m'a dit qu'il fallait que je me positionne. Et vite, avant qu'il ne transforme ma maison en projet de vie pour quelqu'un d'autre. J'ai ri, mais c'était un rire nerveux, vous voyez, parce que je savais qu'elle avait raison. Ce même jour, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une boîte en carton devant ma porte. Dedans, il y avait un échantillon de peinture, comme ceux qu'on trouve dans les magasins de bricolage, et un papier intitulé « Idée pour la chambre de bébé ». Les peintures étaient toutes dans des tons pastels. Beige, gris clair, vert d'eau. Je regardais ça comme si c'était une blague, mais ça n'en était pas une. En bas du papier, écrit de la main de Pauline, ces couleurs seraient là parfaites pour la grande chambre. La grande chambre, c'est la mienne. La seule avec une double fenêtre, la plus lumineuse, celle que j'ai peinte moi-même l'année dernière. J'ai tout remis dans la boîte et je suis allée directement chez mes parents. Ma mère regardait la télé, mon père somnolait dans son fauteuil. Je leur ai demandé s'ils savaient que Martin et Pauline avaient laissé ça devant ma porte. Ma mère a dit que oui, et qu'ils étaient juste enthousiastes. Que Martin cherchait à quitter leur studio depuis des mois et que maintenant, ça semblait être une bonne opportunité. J'ai répondu qu'il planifiait tout sans même m'en parler. Que c'était ma maison. Que c'était moi qui l'avais achetée. Ma mère m'a regardée comme si j'avais dit quelque chose d'horrible. Elle m'a dit que j'étais égoïste, que la famille, ça partage ce qu'elle a, que Martin en avait plus besoin que moi, que j'étais indépendante, déjà installée, et que j'avais toujours su me débrouiller seule. Je vous jure, j'ai respiré profondément 5 fois avant de répondre. J'ai dit qu'il confondait générosité et obligation. Que oui, j'avais voulu aider, mais que ça ne donnait à personne le droit de décider à ma place. Ma mère s'est tue, mais à son regard, j'ai vu qu'elle n'était pas d'accord. Comme si, dans sa tête, le bon choix était que je m'efface pour tout laisser à mon frère. Je suis rentrée chez moi, triste. J'avais l'impression d'avoir eu tort de vouloir faire le bien. Je me demandais si j'aurais dû acheter cette maison. Peut-être que ça aurait été plus simple de vivre loin, là où personne n'aurait la clé de ma porte. Cette nuit-là, je me suis couchée tard, à scroller sur mon téléphone, cherchant une solution pour régler ça sans déclencher une guerre. Mais au fond, je savais. La guerre avait déjà commencé, même si personne ne l'avait dit à voix haute. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre message de Martin. Il voulait savoir si la mère de Pauline pouvait passer dimanche pour voir l'espace. Il a vraiment utilisé ce mot, l'espace, comme si c'était une salle des fêtes, pas ma maison. J'ai juste répondu que j'étais occupée. Sans explication. Il m'a répondu que ce n'était pas grave, qu'ils avaient la clé. Et il a ajouté un emoji de sourire. C'est là que j'ai compris. Ils étaient vraiment convaincus qu'ils pouvaient tout prendre, que je n'allais rien faire, que j'allais baisser la tête, comme toujours. Et c'est là que j'ai décidé que, cette fois, non. Que je n'allais pas céder. Que cette fois, j'allais penser à moi. J'ai appelé Claire et lui ai demandé le contact de ce courtier dont elle parle souvent, un certain Jérôme. Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis a dit « Ça y est, Juliette va arrêter d'être trop gentille. Si tu as lu jusqu'ici, dis-moi une chose dans les commentaires. As-tu déjà vécu une situation comme celle-là? As-tu aidé quelqu'un de ta famille et fini par le regretter? Raconte-moi. J'ai vraiment besoin de savoir que je ne suis pas seule. Et si ce genre d'histoire te captive, si toi aussi tu te révoltes face à ce type d'abus déguisé en amour familial, abonne-toi à la chaîne maintenant. Comme ça, tu ne manqueras pas les prochaines histoires que je partagerai. Le même jour, j'ai appelé Jérôme. Je lui ai brièvement expliqué la situation et il a été très direct. Il m'a dit que le quartier où je vivais prenait de la valeur et que, si je voulais vendre, il pouvait présenter ma maison à une entreprise qui achetait des biens dans le coin. Il payait bien, mais voulait les lieux vides. J'ai réfléchi quelques minutes. Le téléphone à la main. Dehors, j'entendais ma mère appeler mon père pour regarder une vidéo sur son portable. Ces voix, qui ont toujours été mon socle, me pesaient désormais. J'ai dit à Jérôme que je voulais le rencontrer en personne. Le lendemain, il est passé à l'heure du déjeuner. Il portait une chemise claire, avait les cheveux bien coiffés et une manière de parler calme. Il a visité chaque pièce avec attention, pris des notes, puis on s'est assis à la table de la cuisine. Il m'a tout expliqué. L'entreprise, Montaigne Patrimoine, rénovait des maisons anciennes pour en faire des appartements modernes. Ils étaient prêts à payer bien au-dessus du prix du marché si je pouvais livrer la maison vide dans un délai maximum de 3 semaines. 3 semaines. J'ai pris une grande inspiration. C'était court, mais en l'écoutant, ça semblait être la solution. Je lui ai demandé si je pouvais réfléchir. Il a dit oui, mais que l'offre ne tiendrait que quelques jours. Cet après-midi-là, je suis retournée au travail, la tête en ébullition. J'ai appelé Claire et lui ai tout raconté. Elle était enthousiaste, disant que c'était enfin ma chance de renverser la situation. Elle m'a demandé si j'avais déjà cherché un autre endroit où vivre. J'ai répondu que non, mais que j'allais m'y mettre. J'ai consulté des sites immobiliers et repéré quelques appartements en centre-ville, plus près de l'école. L'un d'eux m'a tout de suite tapé dans l'œil.
Un studio au 7e étage, avec un balcon et une vue sur la Garonne. Petit, mais entièrement rénové, avec des placards intégrés et, surtout, 100 personnes pour me rappeler sans cesse que je dois renoncer à ce qui m'appartient. En fin de journée, j'ai reçu un nouveau message de Pauline. Cette fois, c'était une liste d'idées pour le nouveau chez nous. Tout était organisé par pièces. Peinture, décoration, meubles, éclairage. Elle écrivait qu'elle avait déjà parlé à une amie architecte et qu'elle rêvait de transformer notre petit coin en un endroit chaleureux pour le bébé. Notre petit coin. Ça m'a donné des frissons. C'était comme si j'avais disparu de l'histoire, comme si l'endroit pour lequel je m'étais tant battue n'avait jamais été à moi. Ils n'ont même pas répondu à propos de la boîte de peinture. Ils ont juste continué leur plan, sans se demander si j'étais d'accord. Ce soir-là, je me suis assise dans le salon et j'ai commencé à faire une liste dans un carnet. Tout ce que je devais faire si j'acceptais l'offre de vente, vider la maison, résilier les contrats d'électricité, d'eau et d'Internet, organiser le déménagement, vérifier le contrat du nouvel appartement et réfléchir à ce que je ferais pour mes parents. Oui, parce que malgré tout, je n'étais pas assez froide pour les laisser à la rue. Mais je n'allais pas non plus continuer à les laisser me marcher dessus comme si j'étais un tremplin pour les autres. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message vocal de Martin dans le groupe familial. Il disait qu'il était tellement heureux de tout ce qui se passait, qu'il avait hâte de commencer une nouvelle vie avec Pauline et qu'il remerciait beaucoup nos parents de rendre ça possible. Il ne m'a pas mentionné, pas une seule fois. Comme si tout avait été planifié entre eux et que je n'étais là que pour tendre les clés avec un sourire. Ça m'a donné une certitude. J'ai appelé Jérôme et lui ai dit que je voulais vendre. Il était enthousiaste, m'a dit qu'il allait préparer les documents. Il m'a conseillé de ne rien dire pour l'instant, pour éviter des complications avant que tout soit prêt. Il valait mieux attendre que les papiers soient finalisés et que les avis officiels soient envoyés en une seule fois. J'ai accepté. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Comme si j'étais redevenue maîtresse de ma vie. Et si tu as déjà vécu ça, ce sentiment qu'on t'éjecte de ta propre histoire, tu sais à quel point ça pèse. Mais tu sais aussi à quel point c'est libérateur quand on se lève et qu'on dit stop. Jérôme m'a envoyé les premiers documents 2 jours plus tard. Je les ai imprimés au travail, cachés dans la petite salle à l'arrière du secrétariat, là où personne ne passe. J'ai regardé ces feuilles quelques minutes avant de signer. Vous savez, cette sensation qu'on fait quelque chose de mal, même quand on sait qu'on fait la seule chose juste, c'était ça. Mais j'ai respiré profondément, pris mon stylo et signé, page après page. À la fin, je suis restée immobile, fixant ma dernière signature. Voilà, c'était fait. J'ai appelé Claire dès que je suis revenue dans le bureau. Elle a décroché à la 2e sonnerie et je lui ai dit « J'ai signé ». Elle a crié de joie de l'autre côté, en riant, et m'a dit qu'il fallait fêter ça. Mais j'étais encore en train de tout digérer. Je ne savais pas si j'avais envie de rire, de pleurer ou de disparaître quelques jours. Ce soir-là, en rentrant, j'ai trouvé ma mère en train de nettoyer ma terrasse. Elle avait un balai à la main et un seau à côté. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait là. Elle m'a répondu, avec une simplicité déconcertante, qu'elle faisait un grand ménage pour que Pauline puisse montrer l'espace à ses parents ce week-end. Je suis restée plantée là, à regarder, et j'ai dû me mordre la langue pour ne pas exploser. J'ai juste dit qu'elle devait me prévenir la prochaine fois. Et je suis rentrée. J'ai fermé la porte un peu trop fort. Je suis allée dans ma chambre, je me suis assise sur le bord du lit, et j'ai regardé autour de moi. Chaque coin de cette maison portait mon histoire. Chaque meuble, chaque détail. J'avais tout aménagé avec soin, à ma façon. Et maintenant, il le traitait comme un lieu vide, prêt à être redécoré. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'email de Jérôme. La confirmation du contrat était là. Le paiement serait effectué dès que les 2 parties de la maison seraient vides. Il restait 3 semaines. 3 semaines. C'était le temps que j'avais pour tout régler et partir comme si de rien n'était. Le week-end, comme prévu, les parents de Pauline sont venus. Je l'ai su à cause du bruit. Des voix inconnues, des rires bruyants, des commentaires sur l'espace, sur son énorme potentiel. Je suis restée dans ma chambre, en silence. Je ne suis pas sortie. Je ne voulais pas savoir. J'avais décidé de ne pas jouer dans cette comédie. Je me suis allongée, j'ai mis mes écouteurs et je suis restée là des heures, attendant que le calme revienne. Quand il est revenu, je suis allée dans le salon, j'ai ouvert mon carnet de tâches et j'ai rayé un point. Attendre la visite de la famille de Pauline. Un de moins. Le lundi, Jérôme m'a envoyé les modèles des avis de désoccupation. Des documents simples, directs. Ils indiquaient que la maison était vendue et que les occupants avaient jusqu'à une certaine date pour partir. Je me suis sentie bizarre en tenant ces papiers. Comme si je rompais un cycle qui se répétait dans ma vie depuis l'enfance. J'ai toujours été celle qui comprenait, celle qui cédait, celle qui aidait. Maintenant, j'étais celle qui disait non. Et le plus fou, c'est que pour la première fois, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. Le mardi, Martin est venu chez moi. Il est entré sans frapper, comme s'il en avait encore le droit. Il s'est assis sur mon canapé, a pris un cadre sur l'étagère et a regardé une photo de nous.
enfant. Il m'a dit qu'il se souvenait du jour où on l'avait prise, que je lui avais prêté ma veste parce qu'il avait oublié la sienne. Je m'en souviens aussi. Je me souviens d'avoir eu froid, mais de ne pas m'être plainte. Il m'a dit que maman lui avait raconté que j'étais prête à déménager dans la partie arrière de la maison et que ça comptait beaucoup pour eux. J'ai pris une grande inspiration et fait semblant de ne pas comprendre. J'ai dit que j'y réfléchissais encore. Il m'a souri, m'a serré dans ses bras et est parti, comme si tout était réglé. Dès que la porte s'est fermée, je me suis rassise et j'ai ouvert le groupe familial sur mon téléphone. Il y avait un nouveau message de Pauline. Une capture d'écran d'un site de meubles pour enfants, avec la légende « La chambre de rêve arrive ». Et encore une fois, pas un mot sur moi. Encore une fois, j'étais juste une pièce dans leur jeu. Ça n'a fait que confirmer que je faisais ce qu'il fallait. Ce soir-là, je suis allée visiter l'appartement du 7e étage, avec Claire, bien sûr. Elle était déjà surexcitée dans l'ascenseur. Quand la porte s'est ouverte, j'ai su. C'était petit, mais il y avait une bonne énergie, de la lumière, du calme et surtout, pas de clé de rechange dans les mains de quelqu'un d'autre. Le balcon offrait une vue magnifique sur la ville. La chambre était lumineuse, la salle de bain neuve, la cuisine petite, mais fonctionnelle. J'ai conclu avec le courtier sur place. J'ai versé la compte avec l'argent de la réserve que j'avais reçue. C'était à moi. Cet endroit était à moi. Et là, sur ce balcon, en regardant la ville illuminée, j'ai senti que, pour la première fois depuis longtemps, je faisais quelque chose juste pour moi, sans culpabilité, sans obligation. Le lundi matin, je me suis levée tôt et je suis allée directement à l'imprimante de l'école. J'ai imprimé les 2 avis de désoccupation que Jérôme m'avait envoyés, sans hésiter. J'ai pris les feuilles, je les ai pliées soigneusement, glissées dans des enveloppes, et en rentrant chez moi en fin de journée, je les ai déposées dans les boîtes aux lettres des 2 côtés de la maison, le cœur battant plus fort que d'habitude. La maison était silencieuse. J'ai profité de ce calme. Je suis rentrée, j'ai verrouillé la porte et je me suis assise sur le canapé, une coussin dans les bras. J'ai attendu quelques minutes, pensant que quelque chose allait se passer. Mais rien. Le silence a persisté. Je savais que la tempête arriverait. Ce n'était qu'une question de temps. Le lendemain matin, j'ai entendu le bruit de la boîte aux lettres, suivi des pas précipités de ma mère. Moins d'1 minute plus tard, la sonnette a retenti. Je m'y attendais. J'ai ouvert, et elle était là, l'avis à la main, tremblante. Elle m'a demandé ce que c'était. Elle a dit que ça devait être une erreur, que ce n'était pas possible. J'ai répondu calmement que non. Ce n'était pas une erreur, que j'avais vendu la maison, qu'il fallait que les 2 parties soient vides dans 2 semaines. Elle m'a regardé comme si j'avais commis un crime. Elle m'a demandé si j'avais perdu la tête, si j'étais vraiment capable de mettre ma propre famille à la rue. J'ai dit que ce n'était pas ça, que j'avais prévenu, que j'avais essayé de discuter, mais que personne ne m'avait écouté. Elle est partie en appelant mon père. Bientôt, ils étaient tous là, devant ma porte. Mes parents, Martin et Pauline. Ils parlaient tous en même temps. Martin voulait savoir comment je pouvais leur faire ça. Il disait qu'ils avaient des projets, qu'ils attendaient un bébé, que ce que je faisais était inhumain. Pauline s'est mise à pleurer, disant qu'elle avait déjà tout choisi pour la chambre. Mon père, silencieux, fixait le sol, comme absent. Je n'ai pas haussé la voix. Je suis restée là, à écouter, jusqu'à ce que le silence revienne. Et quand il est revenu, j'ai dit que cette maison était à moi, qu'il m'avait poussée à bout et que j'avais décidé d'arrêter de me laisser faire. Martin a parlé d'avocat, de droit, de contrat. J'ai répondu que tout était en règle, que la vente était enregistrée, qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Pauline m'a demandé pourquoi je n'avais rien dit avant. J'ai répondu que c'était exactement ce qu'ils avaient fait avec moi. Ils avaient tout planifié dans mon dos, décidé pour moi. Alors j'avais fait pareil. Sauf que moi, j'avais utilisé ce qui m'appartenait. Ce soir-là, Jérôme est passé pour récupérer ma signature finale et me donner une copie du contrat. Il restait 10 jours avant la date limite. Il m'a dit que l'entreprise avait déjà envoyé des gens pour visiter la maison une fois qu'elle serait vide. Je l'ai remercié pour son aide et, après son départ, j'ai commencé à emballer mes affaires, en silence, seule. Je ne voulais ni aide ni commentaire. Juste partir au plus vite. Chaque vêtement que je mettais dans la valise me libérait d'un poids. Pendant la semaine, ma mère a commencé à me traiter comme une étrangère. Elle ne me parlait plus. Passait à côté de moi comme si je n'existais pas. Martin et Pauline gardaient cet air choqué, comme s'ils n'acceptaient pas qu'ils n'avaient pas gagné cette fois. Mais moi, j'avais accepté. Et j'aimais même l'idée. Dans le nouvel appartement, personne n'utiliserait mes casseroles sans demander, ni n'entrerait dans ma chambre en mon absence. J'allais avoir un coin à moi, sans cri, sans jugement, sans attente qui retombait toujours sur moi. Claire m'a aidé à transporter quelques cartons au nouvel endroit. On y est allé de nuit, en voiture, les fenêtres ouvertes, avec une musique douce en fond. À l'arrière, une valise et 2 cartons de livres. C'était peu, mais suffisant. En arrivant, on a monté les escaliers jusqu'au 7e étage et posé les affaires dans le salon. J'ai allumé la lumière et me suis assise par terre, contre le mur, en regardant le balcon. Claire m'a passé une bouteille d'eau et m'a dit que j'avais été forte, que peu de gens auraient fait ce que j'avais fait. J'ai souri,
sans rien dire. Parfois, le silence est la meilleure réponse face à ceux qui ont douté de votre force. Le samedi, à quelques jours de la fin du délai, j'ai reçu un message de ma mère. Elle disait qu'il était encore temps de changer d'avis, que la famille était plus importante qu'un appartement, que je devais penser à l'avenir, à l'enfant qui allait naître, à mon rôle de grande sœur. J'ai lu, respiré profondément, et j'ai supprimé le message, sans répondre. On m'avait trop demandé. Le dimanche, 2 jours avant la date limite, je me suis réveillée avec la sonnette. Il n'était même pas 9 heures. Je me suis levée lentement, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Pauline avec ses parents. Ils étaient là, l'air festif, comme s'ils venaient découvrir un cadeau. J'ai ouvert, m'attendant à tout, sauf à ce qui a suivi. La mère de Pauline m'a tendu la main et m'a dit qu'elle adorait l'espace, qu'elle était impatiente de voir à quoi ressemblerait la chambre du bébé. Pauline souriait comme dans une émission de relooking. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit qu'il valait peut-être mieux qu'elle en parle avec Martin, que je n'étais plus propriétaire. Son expression a changé d'un coup. Le sourire s'est effacé. Pauline m'a demandé ce que je voulais dire. Et là, devant eux, j'ai tout dit. La maison est vendue. Le nouveau propriétaire prend possession dans 2 jours. Je suis déjà en train de déménager. Ils sont restés silencieux quelques secondes, comme s'ils essayèrent de comprendre si c'était vrai. Et j'ai continué. La visite d'aujourd'hui sera peut-être la dernière. La mère de Pauline n'a plus rien dit. Elle regardait sa fille, qui semblait désemparée. Martin est arrivé en courant, demandant pourquoi je disais ça. Il a dit que c'était cruel, que je détruisais leurs rêves, que ma mère ne s'en remettrait pas. J'ai répondu qu'elle s'en remettrait, que tout le monde ici était trop habitué à me voir comme la responsable, celle qui sauve, celle qui cède, et que maintenant que j'avais décidé d'arrêter, personne ne savait comment réagir. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère, et peut-être que je l'étais. Une version de moi qu'il n'avait jamais voulu connaître. Une version qui ne vit pas pour les autres. À la fin de la journée, je suis allée au nouvel appartement, seule. J'ai apporté la dernière valise, posé les clés de l'ancienne maison dans une enveloppe sur la table. Pas d'adieu, pas de scène, pas de larmes, juste partir en paix. Avant de sortir, j'ai jeté un dernier regard. Le canapé que j'avais payé en 10 fois, les rideaux que ma mère trouvait trop sombres, le tapis que Pauline jugeait un peu fade. J'ai tout regardé et j'ai réalisé qu'on ne m'avait jamais valorisé ici. Tout ce que je faisais était suffisant, jusqu'à ce que quelqu'un en veuille plus. Et j'en avais assez. Le lundi matin, les lettres officielles ont été distribuées. Une pour mes parents, une pour mon côté. La vente était officiellement conclue. Les travaux commenceraient dans 2 semaines. Personne n'a répondu aux lettres. Personne ne m'a parlé. Ma mère est restée cloîtrée chez elle toute la journée. Martin aussi. Pauline a arrêté de poster des vidéos d'inspiration déco. Le silence, celui qui m'avait si souvent fait culpabiliser, m'a apporté une paix immense cette fois. Une paix si grande que j'en étais presque surprise. Le mardi, Jérôme m'a appelé. Tout était en ordre. Le dernier virement était fait. Je pouvais considérer l'affaire close. Il m'a souhaité bonne chance, espérant que je trouve plus de sérénité dans mon nouveau chez moi. Je l'ai remercié. En raccrochant, j'ai senti que quelque chose en moi avait changé. Pas seulement mon adresse, une façon d'être. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Sans poids, sans peur, sans obligations qui n'étaient pas les miennes. Ce soir-là, j'ai préparé un dîner simple dans mon nouvel appart. J'ai mis une musique douce, je me suis assise sur le balcon avec mon assiette sur les genoux et j'ai regardé les lumières de la ville. Là, entre 2 bouchées, j'ai repensé à tout ce que j'avais vécu dans cette maison, à tout ce que j'avais encaissé en silence, à toutes les fois où j'avais mis mes envies de côté parce que quelqu'un avait toujours besoin de plus. Et j'ai enfin compris, je n'étais pas cruelle. Je prenais juste soin de moi, ce que personne là-bas n'avait jamais su faire pour moi. Le lendemain, j'ai reçu un message de mon père. Une seule phrase, « J'espère que tu sais ce que tu fais ». Je l'ai lu et laissé là, sans répondre. Parce que oui, pour la première fois, je savais exactement ce que je faisais. Je construisais ma vie, avec mes choix, ma paix. Et cette sensation, cette légèreté n'avait pas de prix. Martin n'a plus jamais reparlé avec moi. Pauline m'a bloqué sur les réseaux. Ma mère m'a envoyé une lettre manuscrite disant qu'elle était déçue, que j'avais été froide, que j'avais choisi l'argent. Je l'ai lu calmement, j'ai plié la feuille et je l'ai rangée dans un tiroir. Pas parce que ça m'a fait mal, mais parce que c'est là que j'ai vu clairement à quel point il ne m'avait jamais vraiment vu. Il voyait juste la fille qui réglait tout. Et quand cette fille a arrêté de régler, elle est devenue la méchante. Quelques jours après la fin de tout ça, je me surprenais encore à regarder mon téléphone, attendant un message. C'était étrange. Ce vide après tant de bruit, ce n'était pas du regret, juste cette pause après une tempête. Peu à peu, j'ai commencé à remplir cet espace avec de nouvelles choses, de la paix, un vrai silence, celui qui ne fait pas mal. J'ai commencé à décorer mon nouvel appartement à mon rythme, sans l'avis de personne. J'ai acheté un rideau jaune qui laisse entrer la lumière le matin, ce que ma mère trouvait toujours trop voyant. J'ai choisi des petits cadres avec des phrases qui me faisaient sourire. Je me suis remise à faire du café en écoutant de la musique, à lire avant de dormir. Des détails simples,
qui me rappelait que cet espace était à moi. Ma responsabilité, oui, mais aussi mon refuge. Claire est passée le week-end suivant. Elle a apporté des croissants et du jus d'orange. On s'est installé sur le balcon à parler de tout et de rien. À un moment, elle m'a regardée et m'a dit que mon visage semblait plus léger, que ma voix était plus assurée, qu'on voyait que j'étais en paix. J'ai souri. J'ai dit que j'apprenais encore, mais que maintenant, au moins, je savais que j'avais le choix. Elle a ri et m'a dit que c'était la plus belle partie de tout ça, savoir qu'on peut choisir, même après tout ce qu'on a traversé, même quand tout le monde pense connaître la fin de notre histoire. Certains amis m'ont demandé si je ne me sentais pas mal d'avoir vendu la maison, d'avoir mis ma famille dehors. La réponse était simple. Je n'ai mis personne dehors. C'est eux qui n'ont jamais demandé s'ils pouvaient te rester. Ils ont toujours agi comme si tout leur était dû. Et peut-être que c'est aussi ma faute. Pendant longtemps, j'ai laissé faire. J'ai dit oui, même quand je voulais dire non. J'ai fait de la place, même quand j'étais à l'étroit. Mais à un moment, il faut choisir entre continuer à faire plaisir aux autres ou commencer à vivre pour soi. J'ai choisi de vivre pour moi. Le dernier message que j'ai reçu de ma mère était une invitation à dîner. Elle écrivait qu'elle m'aimait toujours, même sans comprendre ce que j'avais fait. J'ai lu ça et j'ai ressenti un pincement. Pas de la culpabilité, mais la réalité. On peut aimer des gens qui ne nous comprennent pas et continuer à vivre quand même. J'ai répondu que je remerciais pour l'invitation, mais que j'avais besoin de distance pour le moment. Que peut-être, un jour, on se retrouverait autrement. Elle n'a pas répondu. Et c'est OK. Le dimanche suivant, je me suis levée tôt et je suis partie marcher au bord de la Garonne. Le ciel était clair, l'air frais, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'étais au bon endroit. Pas à cause de l'adresse, de l'appartement ou de ceux que j'avais laissés derrière, à cause de moi. Parce que je me plaçais enfin au centre de ma propre vie. Parce que j'avais compris que la famille ne doit pas être un fardeau, qu'aider ne doit pas devenir une obligation, que l'amour ne justifie pas l'abus, et que dire non parfois est le plus grand acte d'amour qu'on peut s'offrir. J'ai passé beaucoup de temps à essayer d'être la fille parfaite, la sœur disponible, la femme qui règle tout. Mais maintenant, j'apprends à être juste Juliette. Et c'est peut-être ma plus grande réussite. Si tu lis ça et que tu traverses quelque chose de similaire, je veux te dire, toi aussi tu peux. À ta façon, à ton rythme. Mais tu peux. Tu peux dire non, poser des limites, prendre soin de toi sans culpabilité. Parce que ton espace, ton temps, ta vie, ils t'appartiennent. Et ils méritent d'être respectés. Merci d'être là. On se retrouve pour la prochaine histoire.